Bonjour à tous. Merci Mireille. Euh, alors moi, j'ai prévu de vous faire un petit panorama là sur l'élevage de précision en élevage porcin, avec en titre pour améliorer l'efficience des systèmes. Je vais démarrer. Voilà. Alors, l'élevage de précision en élevage de porc, c'est principalement un changement d'échelle avec pour idée de prendre en compte la variabilité. Alors, on peut parler de variabilité individuelle des animaux, mais ça peut être aussi déjà descendre à une échelle plus fine que la bande, parce que en élevage porcin, en dehors des truies qui sont gérées individuellement en maternité notamment, enfin qui peuvent être gérées individuellement en maternité notamment, et potentiellement en stade gestation, tout ce qui va être les stades de croissance, donc on va avoir plutôt tendance à gérer à la bande à la salle, donc ça peut être des demi-bandes, voire à la case. Et donc l'idée de l'élevage de précision, c'est bien de pouvoir en fait descendre dans l'échelle de gestion et de prendre en compte les variabilités à l'échelle la plus fine. Donc là, pardon. Le passage de la bande à la salle ou l'individu, si on prend l'exemple d'une maternité, voilà, hein, on peut avoir là, dans l'exemple, 48 truies en maternité qui seraient gérées individuellement. Alors, euh, j'ai essayé de brosser un peu les différentes efficiences ou en tout cas les différentes améliorations qu'on peut imaginer avoir avec l'élevage de précision en élevage porcin. Euh, alors là, je prends la casquette économie. L'élevage de précision sur la notion d'efficience économique, faut savoir que, en gros, pour un éleveur, on a une seule grille de paiement. Alors après, à détail près sur l'endroit où sont abattus, à quelques détails près sur l'endroit où sont abattus les porcs et puis sur certaines chartes qualité. Mais en gros, on va avoir une variabilité et on va avoir des résultats différents en fait, animal par animal. Et pour le coup, on a une seule grille de paiement, donc avec un objectif de poids, donc une homogénéité dans les poids à l'abattage, hein, qui va engendrer une plus-value ou une moins-value. Et on va avoir aussi également la notion entre guillemets, qualité de la carcasse sur le taux de muscle. Et là, c'est pareil, donc il y a un objectif cible qui permet de ne pas avoir de pénalité. Donc, en fait, là, dans l'exemple ici, c'est quand on est à moins de 56 de taux de muscle, on a des moins-values. Donc, l'élevage de précision en gérant à l'individu, on peut imaginer de l'efficience économique via l'homogénéisation finalement des animaux qui sortent de l'exploitation. Ensuite, toujours sur l'aspect économique et plutôt niveau truie, euh, on va avoir l'élevage de précision qui permet donc de gérer une alimentation individualisée en fonction des besoins, donc des rangs de portée des truies, de ses performances précédentes, de son poids, de son taux d'épaisseur de lard individuel. Et donc à partir de là, on peut obtenir des portées plus homogène avec des nombres de porcelets éventuellement, enfin des porcelets sevrés plus importants en ayant des portées plus robustes. Donc en améliorant aussi la qualité de la lactation, évidemment. On peut améliorer aussi la longévité des truies sur l'exploitation. On peut aussi imaginer avec ce suivi individualisé des aides à la réforme pour sélectionner en fait les trucs qui sont intéressantes à réformer. Et alors, en allant plus loin, donc on n'en est pas là aujourd'hui encore, mais en allant plus loin, on peut aussi avoir les résultats individuels des porcs produits par chaque truie pour définir si effectivement cette truie-là, au-delà de faire un nombre de sevrés en nombre, on peut imaginer avoir aussi les performances à l'abattoir des porcs qu'elle a pu sevrer, donc jusqu'au bout, et donc réajuster ces logiques de réforme de truie en fonction des résultats hein, des porcs qui sont abattus.
Voilà. Et puis, bah, globalement, avoir des truies homogènes avec l'épaisseur de lard objectif suffisante, bah, clairement, voilà, hein, ça permet de faciliter aussi tout ce qui va tourner autour des mises bas et d'avoir des truies en bon état. Alors, si on prend la question d'efficience alimentaire, hein, c'est vrai que j'aurais pu introduire par là, mais en gros, l'élevage de précision en porc, il est arrivé sur deux thématiques majeures, l'aliment et le sanitaire. Alors, pourquoi? Bah, tout simplement, ça fait le lien avec l'efficience économique. C'est parce que bah, ça nécessite une gestion différente, des équipements différents et donc forcément des investissements. Et à partir de là, bah pour imaginer, en tout cas, pouvoir rentabiliser l'ensemble de ces équipements-là, bah, il faut aller vers là où il y a des économies potentielles à faire. Et donc, du coup, l'aliment représentant 70%, l'alimentation des animaux représentant 70% des coûts de production, l'élevage de précision s'est d'abord intéressé à ces questions-là. Alors, pas que pour des aspects économiques, on va le voir après, parce que en plus d'avoir potentiellement un intérêt économique, ça a également un fort intérêt en termes de rejet, et donc un intérêt environnemental. Donc sur la partie efficience alimentaire. Alors là, j'ai mis un exemple de travaux qu'on avait conduits il y a quelques années sur la base d'accéléromètres pour alimenter finalement les truies logées en groupe selon leur niveau d'activité. Parce qu'au passage des truies en groupe, donc à l'arrêt des cases individuelles, en fait, bah, il y a pas mal d'éleveurs sur le terrain qui très rapidement se sont aperçus que finalement leurs truies euh, avaient tendance à maigrir et mécaniquement, les éleveurs, en observant leurs animaux, ont globalement augmenté les apports énergétiques à leurs truies. Et on s'est dit, bah, finalement, est-ce que dans ce groupe de truies-là, en fonction de leur activité, on va avoir la possibilité de les alimenter? Alors nous, en station expérimentale, on est équipé de distributeurs automatiques d'aliments et on a équipé les truies d'accéléromètres individuels mis à l'oreille des truies. L'idée étant de quantifier le temps passé couché, le temps passé debout, immobile, le temps passé en déplacement, plutôt marche, et puis le temps passé assise. Alors là, vous avez un graphique un peu des proportions des temps passés en moyenne par les truies sur nos truies à la station. Et donc, parallèlement à l'INRAE, côté Saint-Gilles, donc on a les travaux d'Étienne Labussière qui était dans le projet, donc qui a déterminé la quantité d'énergie qu'une truie dépensait lorsqu'elle marchait, parce que historiquement, on avait dans la bibliographie la dépense énergétique d'une truie qui se tient debout immobile, donc pour la dépense énergétique de maintien. Mais on n'avait pas, pardon, on n'avait pas d'éléments sur le côté enfin lorsque la truie elle marche en fait, si elle dépensait plus ou moins d'énergie ou en tout cas de façon significative. Et donc à partir de ces équations-là, donc qui ont montré que ça doublait encore la dépense énergétique par rapport à une truie qui se tenait debout, immobile. Donc, on a commencé à pouvoir alimenter les truies de façon individuelle en fonction de leur niveau d'activité. Et alors, à titre d'exemple, on avait dans notre plan de rationnement initial, on avait une différence sur la base du calcul énergétique, des besoins énergétiques, une différence de plus de 500 grammes d'aliments donc par jour dans la ration entre les truies les plus actives et les truies les moins actives. Alors, il faut savoir que globalement, hein, il y a aussi un effet rente portée, parce que bon, les truies les plus actives étant plutôt les cochettes, les jeunes truies, et les truies, on va dire les moins actives, sont plutôt les rentes portées assez élevées, hein, supérieures à 6-7, où là, on a plutôt des truies qui passent une grande partie de leur journée allongée. Donc, ce travail-là se poursuit hein, aujourd'hui. Il y a un projet porté par INRAE, Charlotte Gaillard, donc, pour quantifier le niveau d'activité. Hein, l'accéléromètre à l'oreille, c'est bien au niveau d'une station expérimentale, et encore, mais là, on passe plutôt à une technologie vidéo. Alors, je pense qu'il y a des personnes de INRAE autour de la table, je ne sais pas si Charles, autour de la visio. Donc, si Charlotte est là ou s'il y a quelqu'un, enfin voilà, et qu'il y a des questions, elle pourra peut-être plus spécifiquement en parler. Ensuite, sur l'efficience alimentaire, alors ça,
ça faisait partie des travaux qui ont été qu'on avait initiés nous à la station avec des équipements et donc qui ont pu être enfin qui ont pu être réalisés dans le cadre du projet Philogene. Euh, En gros, l'idée initiale de l'alimentation de précision, donc là on était sur les stades croissance, mais ça pourrait être valable hein, sur d'autres stades physiologiques, on était en engraissement. L'idée, l'idée, c'est d'avoir, alors là, vous avez l'exemple, pardon, j'avais passé une diapo en trop. On a l'exemple d'une alimentation biphase qui est, on va dire, la plus couramment appliquée. Et en fait, l'objectif, c'est d'apporter des besoins, les besoins en protéines, enfin là, basés sur les besoins en lysine, euh, pour un groupe. Et quand on l'apporte pour un groupe, ben, l'idée, c'est d'essayer d'éviter qu'il y ait beaucoup d'animaux en déficit. Et on va avoir tendance finalement à avoir, donc là vous avez la zone jaune, on va avoir tendance finalement, donc la zone jaune au-dessus de la courbe orange, à couvrir plus que les besoins pour être sûr que en moyenne l'ensemble du lot reçoit suffisamment pour des questions de performance technique principalement. Et on voit ici que sur le début, donc le stade 25-40 kg, on est plutôt en déficit. Donc là, on a des baisses de performance et de revenus. Et alors par contre, quand on est en excès, donc là, au niveau performance et revenus, les animaux sont couverts. On peut augmenter quand même le coût de production puisque la lysine, la protéine est en chair. Et on augmente surtout pas mal les rejets azotés. Donc à ça, les éleveurs ont progressivement eu la possibilité de passer en alimentation multiphase, donc permis par les outils de type machine à soupe. Donc ça, c'est quelque chose aujourd'hui qui se pratique assez bien. Mais on voit encore qu'on va avoir des zones d'excès. Donc l'alimentation multiphase, hein, on va proposer un aliment donc en escalier, la courbe bleue. Les besoins sont toujours en orange. Et les zones jaunes où on va avoir moins d'excès et on va également avoir moins de déficit. Et alors, l'idée de l'alimentation de précision, c'est de carrément suivre du mieux qu'on peut la courbe orange, donc pour supprimer gaspillage et déficit, et de fait augmenter la valeur de la carcasse et l'homogénéité des lots, tout en réduisant, mais j'en reparlerai juste après, les rejets. Donc, justement par rapport aux rejets, au niveau de l'alimentation sur les porcs charcutiers, il y a 60 à 70% des rejets à azote, phosphore et gaz à effet de serre qui sont liés à l'alimentation des porcs charcutiers. Donc, d'où le fort intérêt de travailler sur l'alimentation de précision pour améliorer l'efficience environnementale. Et alors, toujours dans le cadre du projet Feed donc, on avait des essais donc, en expérimentation en alimentation ad libitum qui se passait à INRAE Saint-Gilles, en alimentation rationnée donc à la station expérimentale de l'IFIP sur Romillet. Et puis on a aussi travaillé sur de la modélisation puisqu'il y a eu, il y avait des contraintes équipement sur les outils dont on disposait pour les essais, et puis sur le nombre de lots hein, dans le cadre du projet. Et alors, là, vous avez la courbe, en gros, de la réduction d'impact donc liée à l'alimentation de précision sur la consommation d'énergie renouvelable, le changement climatique, l'acidification, l'eutrophisation et l'occupation des sols euh, par rapport à une alimentation stratégie biphase à basse teneur en protéines à l'origine. Donc effectivement, hein, si on prend l'alimentation biphase d'il y a quelques années, on était quand même à haute valeur en protéines et depuis, de toute manière, via le coût de l'accès aux protéines, on avait déjà eu tendance en élevage à réduire les niveaux de protéines mises dans les rations alimentaires. Et donc là, on voit qu'on gagne encore 3 à 4% en fait, hein, notamment sur l'acidification et l'eutrophisation, qui sont les deux principaux critères liés au rejet d'azote. Et on consomme un petit peu plus d'énergie, puisque on va se retrouver avec des automates hein, qui marchent 24 heures sur 24 et qui dépensent un peu d'électricité pour distribuer notamment l'aliment. Sur le changement climatique en rationné, on n'avait pas d'effet. Par contre, effectivement, en ad libitum, on avait un effet. Et enfin, sur l'occupation des sols, ça rejoint, il y a la même analyse, c'est qu'effectivement, on augmente un petit peu le niveau d'occupation des sols lié à la typologie d'aliments qu'on distribuait, en rationné et pas en ad libitum.
Et donc, par modélisation, si on avait un système 100% optimisé qui allait jusqu'au bout de la démarche, on peut imaginer réduire jusqu'à 12% le niveau d'acidification. Donc là, il faut se projeter un peu dans l'avenir où cette pratique deviendrait courante et où on pourrait optimiser et les équipements et les typologies d'aliments qui sont fabriqués pour pouvoir atteindre ces objectifs. L'autre élément de l'élevage de précision, c'est sur l'efficience autour de la santé et du bien-être des animaux. Donc tout passe par l'identification individuelle des animaux. On est capable aujourd'hui, via cette identification-là, d'enregistrer le comportement alimentaire, donc là illustré ici par la quantité d'eau consommée, le comportement alimentaire individuel, donc là c'est ce que je viens de dire sur l'alimentation de précision, ça passe par des DAC qui identifient l'animal et qui est capable de le reconnaître et de lui distribuer une ration individualisée, donc là illustré également par l'aliment consommé, et enfin on a la capacité dans ces mêmes automates de peser l'animal et d'avoir tous les jours plusieurs fois par jour un poids pour l'individu et suivre de façon continue finalement son poids sur le lot. Et lorsqu'on cumule l'ensemble de ces informations-là, on peut mettre en place des systèmes, on va dire, d'alerte capables finalement de détecter plus précocement l'apparition d'une pathologie. Donc ça, c'est des travaux qui sont toujours en cours. On a fait dans le cadre du projet Healthy Livestock, du projet européen. Donc on a des éléments intéressants, mais vous voyez, hein, enfin, ça nécessite déjà de cumuler les automates, mais j'y reviendrai en conclusion. Toujours sur la santé bien-être, on a ces dernières années clairement la caméra qui a vu ses coûts fondre et qui devient un équipement finalement accessible à l'investissement dans les exploitations. Alors, exit tout l'environnement après le traitement de l'image, etc., et de la connectivité nécessaire. Pour l'instant, c'est encore une problématique. Et donc, tout ça nous permet de mesurer finalement le comportement, ce qui était pas, enfin, le comportement des animaux au sein de la case et pas uniquement à travers finalement la variable comportement alimentaire et comportement hydrique mesuré au niveau des automates. Euh, Ça permet aussi d'évaluer le déroulement des mises bas. Et donc tout ça s'est permis, alors c'était présenté par Pauline Créache juste c'est le même principe, hein, c'est du tracking vidéo. On est sur les mêmes logiques. Michel, Oui, tu as atteint deux slides. normalement la fin de ton temps, mais donc si tu peux Ok, et ben du accélérer coup, un petit peu. alors, je fais très vite sur celle-là. Pareil, aujourd'hui, on travaille beaucoup sur les micros pour enregistrer les interactions et les vocalisations des animaux et principalement sur des questions de comportement des animaux. Et je la passe. Et j'en arrive juste à la conclusion. L'efficience donc des systèmes d'élevage porcin, donc voilà, hein, l'élevage de précision, ça permet notamment pas mal de choses sur l'alimentation, sur l'amélioration de l'optimisation de l'alimentation et de la gestion des ressources. Pour améliorer, on peut améliorer grâce à ça la productivité et en parallèle le bien-être des animaux. Donc, suivi individuel des animaux et notamment pour des questions de santé, ça a un fort impact et un fort intérêt. Amélioration sur les truies au niveau de la lactation et de la survie des porcelets. Réduction des impacts environnementaux. Et par contre, un peu comme évoqué par Pauline précédemment, il y a de nombreux freins qui restent à se poser, mais ça, on pourra prendre le temps dans la discussion si à la fin des différentes présentations. Merci beaucoup.